Revenir au cœur du débat avec des interviews sans concession. Dans ta France part à la rencontre de celles et de ceux qui façonnent quotidiennement notre pays. Avec comme seul mot d'ordre, la liberté d'expression. Diplomate de carrière pendant 40 ans, Gérard Araud a pris sa retraite du service extérieur français en avril 2019, après avoir été ambassadeur de France aux États-Unis pendant 5 ans. Il a précédemment occupé de nombreux postes au sein du ministère des Affaires étrangères, notamment directeur des affaires stratégiques, de la sécurité et du désarmement, ambassadeur de France en Israël, directeur général des affaires politiques et de sécurité et représentant permanent de la France auprès des Nations Unies à New York entre 2009 et 2014. Gérard Araud est l'auteur de Passeport diplomatique, publié chez Grasset en 2019, un ouvrage autobiographique. Et cette année, nous y viendrons, l'auteur de Henry Kissinger, le diplomate du siècle, publié chez Talandier. Gérard Araud tient également une chronique géopolitique hebdomadaire dans Le Point, et on peut retrouver plusieurs podcasts de ses chroniques audio sur le site de Radio France. Il a aussi été le conseiller diplomatique du candidat Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle de 2017. Bonjour Gérard Araud. Bonjour. Nous allons consacrer le 3e épisode de ces entretiens pour Dans ta France, Gérard Araud, à celui que vous qualifiez de diplomate du siècle, l'un des hommes qui vous a influencé quant au choix de votre carrière de diplomate, l'Américain Henry Kissinger, à qui vous consacrez votre dernier livre publié aux éditions Talandier. Henry Kissinger, c'est la politique des affaires étrangères du président américain Richard Nixon et de son successeur Gerald Ford entre 1968 et 1977. Il a aujourd'hui 99 ans. Vous l'avez, Gérard Araud, rencontré à plusieurs reprises. Que représente-t-il pour vous ? En réalité, il y a deux choses. Il y a d'abord la personne d'Henry Kissinger. C'est une histoire étonnante, hein, le petit juif qui passe 5 années entre l'âge de 10 ans et l'âge de 15 ans dans l'Allemagne hitlérienne, donc soumis à toutes les discriminations, les peurs, les humiliations, qui s'enfuit, la famille s'enfuit au dernier moment, à 2 mois de la nuit de cristal. Il arrive avec 2 valises à New York et du fait de son intelligence lumineuse, il sera finalement professeur à Harvard, conseiller national de sécurité, puis secrétaire d'État. Et après avoir été secrétaire d'État, il quitte la Maison-Blanche en 1977 pour ne jamais y revenir. Il réussira à s'imposer comme une sorte de statut du commandeur auprès des chefs d'État, auprès des chefs de grandes entreprises. Lorsqu'Emmanuel Macron s'est rendu en 2018 à Washington, il a tenu à rencontrer Henry Kissinger, et c'était un moment, d'un seul coup, je me suis rendu compte qu'il parlait de la relation avec la Chine, mais Henry Kissinger, en effet, a ouvert la relation entre les États-Unis et la Chine en 1971, et le jeune président qu'il interrogeait est né en 1977. Voilà, donc d'abord il y a la personne, mais c'est une personne où il y a beaucoup d'ombres, hein, et mon livre, naturellement, ne dissimule pas ces ombres autour de ce personnage, mais il y a aussi, c'était la même chose dans mes mémoires, Passeport diplomatique, et dans ce livre, et dans les livres sur lesquels je travaille et qui vont être publiés, c'est d'essayer d'expliquer à l'homme de la rue, aux citoyens plutôt, d'expliquer aux citoyens ce que c'est la politique étrangère, ce que c'est la diplomatie, parce que en 40 ans de carrière, j'ai constaté à quel point il y avait une sorte de malentendu entre le citoyen et le diplomate. Le citoyen, très normalement, pense qu'il faut défendre le bien et punir le mal. Et par exemple, dire il faut punir Poutine. Le problème du diplomate, c'est que le citoyen, lui, peut aller au commissariat du quartier, hein, dire à la police, voilà, il y a quelqu'un, vous devriez m'aider. Mais en relation internationale, il n'y a pas de commissariat de police, il n'y a pas de gendarme, nous vivons dans une jungle. Et donc le diplomate ne peut pas se permettre d'être aussi je dirais, aussi morale que le citoyen, ce qui entraîne ce que le citoyen appelle le cynisme du diplomate, qui n'est que du réalisme. Donc, or Kissinger est en effet ce qu'on appelle un réaliste en politique étrangère, et donc c'était par Kissinger aussi essayer de poursuivre un petit peu ma modeste entreprise de pédagogie pour montrer ce que c'est qu'un diplomate. Vous me devancez parce que je voulais conclure avec ça aussi, c'est-à-dire que vous êtes un petit peu dans de la transmission aujourd'hui, hein,
de votre expertise, évidemment, à travers justement un personnage qui vous a marqué aussi, vous, et qui vous a transmis des choses directement après quand vous l'avez rencontré, mais peut-être aussi par rapport à ses actions. Ces actions qui sont quand même, donc lui, c'est les affaires étrangères de Richard Nixon, puis de Gerald Ford, on est de 68 à 77, hein, vous nous l'avez dit. Enfin, il y a l'affaire du Watergate qui ne l'éclabousse pas à lui. Il y a eu la guerre du Vietnam, bien évidemment. Et puis ses relations, vous l'avez dit, avec la Chine, qui ne sont pas particulièrement bien vues à l'époque. Tout ça, comment est-ce que Henry Kissinger traverse toutes ces périodes-là, toutes ces crises-là? D'abord, il faut dire que Henry Kissinger est un personnage extrêmement controversé aux États-Unis. Vous savez, il y a une tradition américaine qui fait que au moment de la distribution des diplômes dans les universités, toutes les universités font appel à une personnalité extérieure pour faire un discours. Alors selon l'université, selon le niveau, le prestige de l'université, vous avez une personnalité plus ou moins éminente. Eh bien, Kissinger n'a jamais fait un discours d'université parce que tout simplement, ça aurait créé une émeute. Les étudiants l'auraient hué, c'était absolument impossible. Pour la guerre au Vietnam, par exemple, à un moment, pour faire céder les Vietnamiens, au dernier moment de la négociation, avec Nixon, parce que c'était Nixon qui a pris la décision, ils ont déclenché une campagne féroce de bombardement du Nord-Vietnam au moment du Noël 72, que même le pape a protesté. Vous voyez, ou alors il a essayé de renverser, de contribuer à la chute de Allende, le président chilien. Alors bon, je décris dans mon livre toutes ces turpitudes, mais c'est vrai que c'est un être avec des ombres. Je veux te raconter, Kissinger, l'histoire d'un de mes amis. Son nom ne te dira rien, il était chanteur au Chili. Une rafale de mitraillettes abattit alors mon ami. Celui qui a pointé son arme s'appelait peut-être Kissinger. Cette histoire que j'ai racontée, Kissinger ne se passait pas en 42, mais hier, en septembre 73. C'est un être avec des ombres. Et aussi, c'est un personnage, par ailleurs, qui n'est peut-être pas très sympathique. C'est un parvenu qui a bousculé pas mal de monde, qui a marché sur pas mal de pieds. Là, je suis un peu plus indulgent, parce que vous savez, quand vous arrivez comme lui, il a encore l'accent allemand, hein, alors qu'il est arrivé en 1938 aux États-Unis, il n'a aucun capital, ni social, ni financier, ni quelconque, et que pour arriver, vous êtes obligé, évidemment, de bousculer les gens qui sont déjà arrivés, vous voyez. Donc là, j'ai un peu plus d'indulgence pour cet aspect du personnage, mais sur d'autres aspects, il a été, en effet, il a manqué de la plus élémentaire morale et il mérite sans doute également qu'on le critique, et on n'a pas manqué de le critiquer, voire de l'accuser de génocide. Il a 99 ans aujourd'hui, hein, il aura 100 ans l'année prochaine, donc il est toujours là, toujours en vie. Vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez vu depuis la publication de votre livre? Est-ce qu'il vous a fait un retour sur, est-ce qu'il l'a lu? Non, je ne l'ai pas vu parce que depuis ce qui est normal, hein, vu son âge, en effet, vous avez raison, il a eu 99 ans le 27 mai. Il est totalement isolé pour des raisons de covidiennes. Hein. Il est dans une maison dans le Connecticut et il ne quitte plus cette maison, et il continue à faire des interventions, mais par Zoom. C'est des indignités de l'âge. Hein. Il est très diminué. Son cerveau fonctionne parfaitement, mais il est quand même très diminué. Mais c'est une très belle intelligence qui apprécie beaucoup la France, et notamment le général de Gaulle. Il admire profondément le général de Gaulle. Et j'avais l'habitude, parce que j'ai publié des articles dans des revues, j'avais l'habitude de lui envoyer mes articles, et il me répondait toujours, à la main, il faisait un mot. Alors c'était avec une écriture de vieillard, je ne savais absolument pas ce qu'il disait, mais je pensais que c'était des mots plutôt, enfin en tout cas je les prenais comme étant des mots de félicitations. Et quels étaient l'état de vos relations, justement? Vous n'êtes pas dupe du personnage, enfin de la personnalité, mais vous l'avez rencontré à plusieurs reprises, vous avez même sollicité souvent ces rencontres. Alors vous savez, c'est finalement un très vieux monsieur qui n'aime pas être seul. Et donc lorsque j'étais donc le représentant permanent auprès des Nations Unies de la France, lorsque vous lui demandez un rendez-vous, il vous reçoit immédiatement, vous voyez. Puis ensuite, donc, j'ai eu des petits déjeuners chez lui, ou des déjeuners dans son club. Et donc on s'est rencontrés assez souvent. Et alors
pour quelqu'un comme moi, comme je le dis, j'étais un peu un adolescent qui rencontrait David Bowie ou Madonna. C'est quand même une des vedettes de mon métier. Ce qui ne veut pas dire de nouveau que j'admire tout ce qu'il a fait, mais c'est quand même quelqu'un qui est quand même mythique. Et j'insiste sur ce côté mythique, sur le fait qu'il quitte le pouvoir en 77. Une personne parmi nos auditeurs, sauf professeurs d'université, pourront me dire le nom des secrétaires d'État qui sont venus après lui. Eh bien, lui, il est toujours là. Il a réussi à s'imposer dans le paysage mondial. Il était, mais avant évidemment, il y a quelques années, il était reçu par Xi Jinping, il était reçu par Poutine, et comme je vous l'ai dit, encore il y a 4 ans, Emmanuel Macron tenait à le rencontrer. Donc il faut dire par exemple que, je conseille à tous nos auditeurs de regarder les livres qu'il a écrits, qui sont notamment diplomatie, qui sont d'une clarté, d'une intelligence. C'est une très belle intelligence. Alors comme vous le savez, les Américains sont peut-être plus moraux que nous, et ça ne suffit pas d'être une très belle intelligence, et donc il est très souvent critiqué. Les Français ont une fascination pour la belle intelligence, et peut-être que j'ai cédé à cette fascination, et c'est vrai que quand on lui pose une question, la clarté de sa réponse, son sens de la formule, je dois l'avouer, suscitait souvent de ma part beaucoup quasiment de l'admiration. Pour terminer, Gérard Haro, parce que je sais que vous avez une passion pour l'histoire aussi, alors j'ai une double question. Vous avez évoqué les écrits que vous êtes en train de faire pour des prochaines publications. De quoi s'agit-il exactement? Et est-ce que, justement, par votre passion de l'histoire, vous avez aussi, en 40 ans de carrière dans la diplomatie, vous avez le sentiment d'avoir été au moins le témoin, sinon l'acteur d'une partie de l'histoire contemporaine que l'on vit? Alors, je publie en effet le 7 septembre chez Grasset un livre qui s'appelle « Histoire diplomatique au pluriel » où je prends 10 événements de l'histoire diplomatique française et je montre comment, depuis la guerre de succession d'Espagne, au tout début du XVIIIe siècle, jusqu'à 2003, la crise sur l'Irak, et j'essaye de montrer les enseignements qu'on peut en tirer pour la politique étrangère d'aujourd'hui, dans un monde où nous revenons, hélas, à la rivalité des grandes et des puissances moyennes. Ça, c'est le prochain en septembre. Et là, j'achève sur mon ordinateur, sur mon ordinateur presque terminé, une histoire de la diplomatie française dans l'entre-deux-guerres. Et ça, c'est passionnant. C'est vraiment passionnant, c'est émouvant, parce que, étant donné comment sommes-nous allés de Rotonde le 11 novembre 1918, la victoire la plus glorieuse de notre histoire, jusqu'à Rotonde, donc en juin 1940, la défaite la plus abjecte de notre histoire, 20 ans d'une tragédie. Et c'est à la fois, c'est vraiment très très émouvant. Alors, est-ce que j'ai assisté à des moments historiques? Alors, ça dépend ce que vous appelez historique, mais par définition, oui. Vous pouvez, en effet, il y a des moments de négociation, quand on négocie avec l'Iran sur le problème nucléaire iranien, ou dans l'OTAN, à un moment sur l'élargissement de l'OTAN, le retour de la France dans la structure militaire de l'OTAN. Oui, il y a eu des moments où j'ai vu que l'histoire, soit que l'histoire bégayait, s'arrêtait aussi. Il y a aussi des moments où vous constatez que l'histoire s'arrête. Pour moi, je trouve que la carrière diplomatique est peut-être une des plus belles carrières, en particulier parce que j'ai été élevé dans une famille extrêmement patriote au sens le plus traditionnel du terme. Et voilà, pendant 40 ans, j'ai parlé au nom de la France, et ça, c'est le métier le plus extraordinaire, en tout cas pour moi, que l'on puisse imaginer, pour moi qui ai les larmes aux yeux quand j'entends l'hymne national. Donc voilà, j'ai été très très heureux et fier d'avoir été diplomate pendant 40 ans. Nous ne pouvions pas faire autrement que de terminer cet entretien avec Gérard Haro, avec la Marseillaise, histoire de lui mettre la larme à l'œil. Un grand merci à lui pour ces 3 épisodes de Dans ta France consacrés à la situation politique aux États-Unis en ce milieu d'année 2022, à la politique franco-européenne face à la guerre en Ukraine et à son ouvrage sur Henry Kissinger, le diplomate du siècle, publié aux éditions Talendier. En attendant, les histoires diplomatiques de Gérard Haro, histoires diplomatiques au pluriel, qui sortiront aux éditions Grasset le 7 septembre prochain. Dans ta France, votre liberté d'expression.
un podcast Fer de Lance.